Bonjour à tous et bienvenue dans mon lycée à la maison 2.0. Aujourd'hui une vidéo concernant le chapitre de physique numéro 8, la description du mouvement. Nous allons remplir ensemble, vous avez donc besoin du document de cours élèves à compléter, vous avez dû commencer au brouillon, et nous allons expliquer la première partie ensemble. Donc la première partie, on va s'occuper de 2-3 définitions dont il est important de connaître le vocabulaire. Et la première partie concerne le système. Le système, on vous dit que c'est tout simplement l'objet dont on étudie le mouvement. Il est primordial lorsqu'on va faire des exercices en mécanique de savoir de quoi on parle et surtout savoir ce qu'on est en train d'étudier. Lorsqu'on étudie une voiture, par exemple, qui roule, connaître sa vitesse, sa trajectoire, on étudie la voiture dans son ensemble. On ne va pas étudier à la fois le mouvement de la roue droite avant, de la roue avant gauche, du siège, du bébé dans le coffre, etc. Du coup, on va devoir préciser quel est l'objet qu'on étudie, c'est ça qu'on appelle le système. La deuxième partie, comme dans mon exemple de la voiture, bien évidemment, lorsque l'on va imaginer la vitesse d'une voiture, on va considérer que la voiture c'est un ensemble, c'est un point qui va se déplacer, on va pouvoir connaître la direction qu'elle prend, la vitesse à laquelle elle va, le freinage, etc. Et donc, ce qu'on va faire, on va modéliser le système entier en un seul point. En plus, à dessiner sur des schémas, ce sera quand même beaucoup plus simple. Et donc, on vous dit que pour simplifier l'étude du mouvement d'un système, on modélise, donc on trouve un modèle, on modélise souvent le système par un point. Seulement, cette modélisation a un inconvénient, cette modélisation entraîne une perte d'information. Une perte d'information puisque on va du coup considérer que toute la voiture bouge de la même façon, ce qui effectivement n'est pas le cas, puisqu'on sait que les roues avant peuvent tourner sur elles-mêmes, ce qui n'est pas le cas des roues arrière. On sait que par exemple dans un virage, la partie à l'intérieur va aller moins vite que la partie à l'extérieur, plein de petites situations comme ça, mais lorsqu'on va devoir étudier le système, sa trajectoire, son mouvement, ce sera quand même beaucoup plus simple. Et dans l'exemple qui vous est donné, on vous parle du vélo. Bien évidemment, lorsque on commente une course cycliste, par exemple, on va considérer que le vélo avance à tel temps de km/h. On ne dira absolument pas le pied gauche du cycliste monte, descend, le pied droit à l'inverse descend, monte, le guidon tourne un peu à droite, etc. Non, on va considérer l'ensemble du système, un point, et on va considérer le mouvement entier, ça ira très bien pour notre exemple. Voilà pourquoi on modélise par un point. Dans la deuxième partie, nous allons parler d'une autre chose qui est primordiale lorsqu'on va étudier le mouvement d'un système, c'est le référentiel. Alors le référentiel, ça vient de référence, et la question est de savoir, comparé à quoi étudie-t-on le mouvement? Est-ce que je me place sur l'objet? Est-ce que je suis à côté de l'objet, derrière l'objet? Est-ce que je suis immobile? Est-ce que moi je me déplace, etc. Et la situation va nous apparaître différemment selon qu'on choisit tel ou tel référentiel. Donc on vous dit que le référentiel, c'est un objet de référence par rapport auquel on étudie le mouvement du système. Et ce référentiel, il est toujours considéré comme immobile. Je pose un endroit, une caméra, un appareil photo, quelque chose, un observateur, il reste là pendant tout le temps du mouvement de l'objet qu'on étudie. On associe du coup à ce référentiel deux choses. La première, c'est un repère d'espace. Un repère d'espace, c'est-à-dire que je vais fixer globalement l'espace autour de mon repère. On va connaître donc grâce à ça les coordonnées de la position du système, au fur et à mesure, est-ce que mon système monte, descend, va à droite, à gauche, en avant, en arrière. Et ce repère, il peut être de différentes natures, soit unidimensionnel, donc une seule dimension, par exemple une échelle. Vous avez une échelle, l'idée c'est juste de savoir à quelle hauteur de l'échelle vous êtes, donc vous êtes sur une seule dimension. Il peut être ensuite bidimensionnel, donc avec deux dimensions. Donc par exemple une feuille de papier, je vais regarder si je suis en haut de la feuille, en bas de la feuille, à droite de la feuille, etc. Donc ça c'est bidimensionnel. Ou complètement tridimensionnel. Donc avec les trois dimensions classiques, la hauteur, une profondeur, une largeur, etc. Vraiment l'espace complet. Et il faut aussi qu'on associe à ce référentiel, on vous dit, un repère temporel.
donc un repère temporel. Tout simplement de savoir à quel moment le mouvement a débuté, combien de temps il va pouvoir durer, quelle est la vitesse, tout ça, c'est lié au temps. Donc il nous faut bien un repère temporel, ce qu'on appelle une horloge, pour mesurer les durées des différentes positions du système à partir d'une origine, l'origine étant le départ du mouvement, à t égale 0, c'est-à-dire vraiment notre top départ. Donc voilà les deux choses qu'il vous faut pour définir un référentiel. Donc on va en regarder trois particuliers qui sont des référentiels à connaître, vous les avez déjà étudiés un petit peu les années précédentes. Donc on vous a mis un petit tableau avec comme référentiel trois types de référentiels. Référentiel terrestre, géocentrique ou héliocentrique. Alors le terrestre est celui dont on a le plus l'habitude, hein, c'est tout simplement un repère fixe sur le sol, donc un observateur, quelqu'un assis sur un banc en train de regarder la vie qui se passe autour de lui. Et ça va permettre, ce référentiel, d'étudier quel type de mouvement, tous les mouvements sur Terre fréquents du quotidien. Une voiture qui passe, un avion qui décolle, une balle de ping-pong sur une table de ping-pong, ce genre de choses, un stylo qui tombe. Ça, ce sera avec un référentiel terrestre. Le référentiel maintenant géocentrique. Géo, c'est la Terre, en termes de planète. Géocentrique, ça veut dire que la Terre est au centre du référentiel. Donc ici, l'origine de mon repère, ce sera le centre de la Terre. Alors, centre de la Terre, pas sol. Hein, le sol, c'était vraiment le référentiel terrestre. Là, on est vraiment au cœur, au centre de la Terre. Et pour savoir dans quel sens va se poser ce repère, on va choisir trois étoiles très éloignées immobiles. Hein, donc ça va me permettre de donner trois dimensions à mon repère. Donc trois axes, ce sont des étoiles qu'on a choisies, hein, qui ont été choisies parce qu'elles sont immobiles et très éloignées au niveau de la Terre. Donc ce sont des étoiles fixes. À quoi va nous servir ce type de repère géocentrique? Tout simplement à étudier des mouvements aux abords de la Terre. Donc des mouvements que depuis le sol terrestre il est impossible d'étudier. Tout simplement, vous imaginez un satellite qui tourne autour de la Terre. Étant donné que la Terre tourne sur elle-même, si moi je suis assis sur mon banc en train de regarder le satellite, moi je vais tourner dans un sens puisque la Terre tourne sur elle-même. Peut-être le satellite part de l'autre côté. Peut-être qu'il y a un moment il sera derrière la Terre. Je ne peux pas du tout parler de son mouvement quand moi je suis en train de le regarder. Donc on va choisir ce type de référentiel, qui est un référentiel qu'il faudra s'imaginer dans l'espace. Donc pour tout ce qui est les mouvements de satellites, donc par exemple la Lune, hein, en premier lieu, le satellite naturel de la Terre, et tous les autres satellites artificiels autour de la planète. Et le troisième qu'il faut connaître, c'est héliocentrique. Hélios, c'est le Soleil, centré sur le Soleil. Là, ça va être le même principe. Au lieu de centrer sur le centre de la Terre, pour étudier ce qui se passe autour de la Terre, on va se mettre le centre du Soleil comme origine de notre repère, et on va pouvoir étudier tout ce qui se passe, par exemple, dans le système solaire. Donc ici, l'origine de mon repère héliocentrique, ce sera tout simplement le centre du Soleil. Et comme axe, même chose, trois axes, puisque ce sera en trois dimensions. Et ces trois axes, ce sont des étoiles lointaines, fixes également. Et comme je vous l'ai déjà dit, donc, ce référentiel héliocentrique nous permet d'étudier des mouvements dans le système solaire. Donc on va parler par exemple des planètes qui ont une orbite autour du Soleil. Donc les planètes, le système solaire. Voilà à quoi vont nous servir ces trois types de référentiels qu'il faut bien évidemment connaître et distinguer les uns des autres. Alors dans ce petit 3, on vous parle du choix du référentiel et de la relativité du mouvement. On va illustrer cette complexité de la relativité du mouvement par un petit exemple simple. On vous dit, on veut étudier le mouvement d'une valise posée dans un train qui roule à vive allure. Donc je vous ai dessiné un petit train avec la fameuse valise ici. Alors vive allure, hein, c'est un vieux train à vapeur, mais bon, ça va quand même assez vite. Choix 1, lorsque nous sommes assis dans un train qui roule à vive allure, tous les objets posés dans le wagon nous apparaissent immobiles. Imaginons, nous sommes le petit bonhomme rouge là-bas, et je regarde la valise. Donc, je baisse les yeux,
Je vois la valise. Je peux compter jusqu'à 10, 100 ou 150 000. Ma valise m'apparaîtra toujours devant moi, à la même distance, immobile. Je n'ai pas vraiment l'impression que cette valise bouge. Si on choisit comme référentiel le train, c'est-à-dire n'importe quoi, vous avez vu que j'ai dessiné tout le train de la même couleur pour bien comprendre le système dont on va parler, hein, on en a parlé à la première partie. Tout le système train, donc tout ce qui est dans le train, les personnes, les valises, les sièges, etc. Comme tout est attaché ensemble et tout bouge de la même façon, c'est un système global. Tout objet fixe dans ce train, on se place comme observateur dans le train et on étudie le mouvement de la valise posée dans le wagon. La valise est donc immobile. Donc dans le premier choix, comme référentiel, la valise nous apparaît immobile. Maintenant, on vous propose choix 2, si on choisit le référentiel, cette fois terrestre. Donc je vous rappelle, hein, le référentiel terrestre, un observateur posé par terre, assis sur son banc. Donc là, j'ai fait un petit monsieur là, avec sa casquette posé sur une chaise dans un pré ou le long d'un chemin, et il regarde ce qui se passe autour de lui. Donc on se place comme observateur sur le sol terrestre, et on étudie le mouvement de la valise. Donc lui, il va regarder la valise. Donc on imagine qu'il voit à travers les parois du wagon. Qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure que le train avance, le monsieur est obligé de bouger la tête et il voit la valise se déplacer au fur et à mesure du mouvement. Donc pour lui, la valise, elle est en mouvement, car on la voit passer à la même vitesse que le train, hein, bien évidemment, elle ne va pas plus vite ou moins vite, la valise, heureusement. Donc ici, dans le choix numéro 2, la valise, hein, donc la valise à l'intérieur du train, mais c'est valable pour tout le reste, la valise est en mouvement. MVT, mouvement, hein, une abréviation à connaître, est en mouvement car on la voit passer à la même vitesse que le train. Donc on constate quoi? On constate que finalement il est important de choisir un référentiel et de le préciser quand on va faire des applications. On constate que le mouvement d'un système, donc là c'était ma valise, le système, dépend du référentiel choisi. Dans un certain référentiel, tout à l'heure le bonhomme rouge, la valise avait l'air d'être immobile, et dans le cas numéro 2, le bonhomme vert, la valise est en déplacement. Alors que cette valise, elle fait toujours la même chose. Mais selon le point de vue que l'on adopte, on n'observera pas le même mouvement pour notre système. Donc, on constate que le mouvement d'un système, S barré, système, hein, rien à voir avec les dollars ou les shillings, dépend, donc que le mouvement d'un système dépend du référentiel choisi. Et cette propriété, donc le choix du mouvement, du référentiel et la différence de perception d'observation qu'on va avoir selon qu'on se place à cet endroit ou à un autre, c'est relatif à notre référentiel, et ce qui est relatif, c'est ce qu'on appelle la relativité. Donc on vous dit, cette propriété s'appelle la relativité du mouvement. Alors, on va maintenant s'occuper de la caractérisation du mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un système est en mouvement? Tout simplement deux choses. On vous dit que le mouvement d'un système est caractérisé par la trajectoire on va en parler juste après, et une vitesse. Vous avez besoin de ces deux éléments-là pour parler d'un mouvement. Il va falloir parler de la trajectoire particulière de votre système et de l'évolution de sa vitesse, si elle est constante ou pas, et on verra ça dans une deuxième partie. Donc dans la partie première, trajectoire. La trajectoire d'un système, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des positions successives
Alors position, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la position, l'emplacement. Ça n'a rien à voir avec la position qui est adoptée par quelqu'un. La position, c'est vraiment la place, l'endroit dans l'espace où se situe mon système à un certain moment. Donc ça peut être, on va le voir sur la courbe, un endroit sur un quadrillage, sur un plan, dans l'espace, etc. Donc la trajectoire, c'est l'ensemble des positions successives les unes après les autres, occupées par le système au cours de son mouvement. Donc on va repérer au fur et à mesure que le système va se déplacer, à quel endroit, à quelle position il se situe. Donc le système étant modélisé par un point, je vous rappelle la première partie qu'on avait vue tout à l'heure, le système étant modélisé par un point, on peut représenter sa trajectoire par une succession de petits points. C'est pour ça qu'on a choisi la modélisation par un point. Donc le schéma, je vous l'ai reproduit ici. Imaginez, je ne sais pas moi, un avion. Vous n'allez pas commencer à dessiner l'avion à chaque fois dans sa position. C'est pour ça qu'on a modélisé par un point. Chaque point indiquant la position du système à un certain instant, un instant t. T, c'est pour le temps, pour l'instant auquel on a chronométré l'endroit où était notre système. Ce qui est important de préciser, c'est que le temps qui s'écoule pour passer d'un point à un autre ici, ou de celui-là à celui-là, ou de celui-là à celui-là, à chaque fois cet intervalle de temps est constante. Donc l'intervalle de temps entre deux points successifs, cet intervalle de temps, il est constant. Ceux qui connaissent la chronophotographie, c'est on prend une photo de quelque chose en mouvement, on prend une photo par exemple toutes les secondes, tous les dixièmes de seconde. Mais on ne va pas commencer à prendre une photo toutes les secondes, on fait une petite pause, on en reprend 3, etc. Là, ce ne serait pas constant. Il faut vraiment que l'intervalle de temps entre chaque position soit constant pour qu'on puisse étudier le mouvement ensuite. Donc vous voyez qu'ici on a schématisé une trajectoire particulière pour un système, on ne vous précise pas lequel, sous forme de petits points. On aurait pu également, si vous l'avez sur votre cours, relier ces points et faire une espèce de courbe. D'accord, ça dépendra des situations. Lorsque la trajectoire a une forme de courbe quelconque, n'importe quelle courbe, un mouvement qui n'a rien de particulier, on dit que la trajectoire est curviligne. Tout simplement parce que curvi, ça fait penser à courbe. Curviligne, c'est une ligne courbe. Voilà. Mais on pourrait avoir des trajectoires plus particulières qu'on va rencontrer assez fréquemment. La première que vous avez, elle est représentée comme ceci, tout simplement une trajectoire qu'on va appeler rectiligne. Donc la première case de votre tableau, rectiligne. Recti veut dire droit, droite, donc rectiligne, une ligne droite. La deuxième, c'est une trajectoire circulaire. Donc, par exemple, si je prends un manège, un petit manège pour les enfants, une petite voiture qui est dedans, si je me place au-dessus du manège et que je le regarde, je vais voir le système, le petit wagon, tourner sur lui-même dans une trajectoire circulaire. On a un autre type de trajectoire qu'on va utiliser qui ressemble un petit peu à celle-ci, qui va être par exemple, si je jette quelque chose en l'air, une balle de ping-pong par exemple, et que je la laisse retomber, on va avoir quelque chose, une espèce de courbe comme ça, qu'on appelle une parabole. Donc on va avoir une trajectoire parabolique. Donc ces trois courbes particulières, rectiligne, circulaire et parabolique, ce sera des mots à connaître puisque ce seront des exemples que nous allons faire assez fréquemment. Dans cette partie, on va parler de la deuxième caractéristique du mouvement. On a déjà parlé de la trajectoire, maintenant il va falloir parler de la vitesse. Alors la vitesse, vous savez tout ce que c'est, on va aller assez vite. Vous savez depuis longtemps que la vitesse, on a l'habitude de dire que V égale D sur T, la distance sur le temps. On va apporter une petite précision sur les termes choisis. Donc la vitesse moyenne. Vitesse moyenne, ça veut dire sur l'ensemble d'un mouvement, par exemple un trajet de voiture d'une ville à une autre, la vitesse moyenne sur tout le mouvement. C'est le rapport de la distance parcourue, bien évidemment, divisé par, non pas le temps, parce que c'est un mot qui n'est pas tout à fait juste ici, mais plutôt sur la durée. Donc la vitesse que vous avez, c'est le rapport de la distance. Je vais faire un petit peu de place, je vais recopier ça en dessous. Donc la distance parcourue. Donc c'est le rapport de la distance parcourue sur la durée. Et on va voir que temps et durée, ce n'est pas tout à fait la même signification. Donc je remets la formule que j'avais effacée. Vitesse moyenne égale D sur
ce truc-là. Alors vous voyez que je mets pas T, justement. On avait l'habitude de mettre D sur T, mais moi je ne vais pas mettre D sur T, je vais mettre D sur delta T. Delta, en maths, en physique, c'est quelque chose qui signifie une variation, un changement. Donc en fait, tout simplement, cette chose-là, c'est ce qui va nous permettre de parler de la durée. Je prends le temps au départ de mon mouvement, le temps à l'arrivée, je veux bien voir que sur mon chronomètre, le temps va changer, ça va augmenter. Donc c'est ce changement de temps qui va m'intéresser ici, ce qu'on appelle la durée. Donc on vous demande de déterminer D, donc D, je l'ai déjà dit, c'est la distance parcourue en mètres. Ici, delta T, on vous demande c'est la durée du parcours, et on va le mettre en secondes. Je rappelle que seconde c'est juste petit s, pas SEC, c'est juste petit s. Et du coup, la vitesse moyenne, Vmoy, c'est la vitesse moyenne en mètres par seconde. Si vous ne vous trompez pas et que vous mettez bien des mètres en haut, des secondes en bas, pas de souci, vous aurez bien des mètres par seconde. Ensuite, la vitesse instantanée. Alors pourquoi maintenant on va parler de vitesse instantanée alors qu'avant on parlait de vitesse moyenne? La vitesse instantanée, c'est la vitesse à un instant donné. Je reprends mon exemple de la voiture qui parcourt une certaine distance entre deux villes. Il n'est absolument pas dit que cette voiture va aller tout le temps à la même vitesse. Va accélérer, va freiner, ralentir, etc. Il va y avoir des virages, des montées, des descentes. Ce qui fait qu'on va pouvoir, à un moment donné, je choisis à tel endroit, de mesurer la vitesse du véhicule à ce moment-là. Donc ce sera une vitesse instantanée, à un certain instant précis. Donc on trouve une valeur approchée de la vitesse instantanée en calculant la vitesse moyenne entre deux points successifs. C'est-à-dire, au lieu de faire la vitesse moyenne entre le départ de la maison jusqu'à, je ne sais pas, moi, il part en vacances au camping, eh ben, je vais juste prendre une vitesse moyenne très proche. C'est-à-dire, je vais prendre deux points très proches l'un de l'autre en termes de temps, éloignés de très très peu de temps, et je vais faire mon calcul comme ça. Donc le calcul va être le même. La vitesse instantanée, que je vais noter juste V, ce sera toujours une distance divisée par une durée, mais il va falloir que je choisisse deux points. Donc vous avez le schéma sur votre cours. Donc je vais devoir choisir deux points très proches l'un de l'autre. Donc il va falloir que je fasse des mesures avec des écarts de temps très courts pour pouvoir faire ce calcul. Et on vous remet toujours la distance, ça n'a pas changé. Donc la distance entre deux points successifs. Donc si je reprends mon exemple ici, par exemple, je pourrais calculer la vitesse ici, entre ces deux points. Je vais mesurer la distance qui a été parcourue entre les deux points, le temps qu'il a fallu pour passer de ce point-là à ce point-là, et je ferai le rapport des deux, j'aurai une vitesse instantanée à cet endroit-là. Ça ne veut pas du tout dire qu'il y aura la même vitesse instantanée ici, ici ou ici. À chaque instant, une vitesse particulière. Le delta t va être, du coup, la durée, toujours entre deux points successifs, et la vitesse sera donnée en mètres par seconde, ça c'est toujours pareil. Alors très souvent on est en mètres par seconde, parfois on parle de kilomètres/heure dans la vie de tous les jours. Nous, les unités internationales en physique, c'est le mètre et la seconde. Donc les vitesses seront toujours, sauf si on vous le précise, exprimées en mètres par seconde. Variation de la vitesse instantanée. Alors là, il n'y a rien de sorcier, bien évidemment, c'est que du vocabulaire. On vous dit si la vitesse augmente. Si la vitesse augmente au fur et à mesure, ça veut bien dire que mon véhicule, mon système, mon piéton, ma fusée, ce que vous voulez, est en train d'accélérer. Donc le mouvement est accéléré. Donc si la vitesse augmente, le mouvement est accéléré. Si la vitesse diminue, on est en train de freiner, on est en train de ralentir. Sauf que le mot ralentir n'est pas tout à fait juste pour nous, on va plutôt dire décélérer. Comme ça, on a une comparaison accéléré, on accélère, décéléré, on descend, on décélère. Donc le mouvement est décéléré. Beaucoup de accent aigu. Mais si la vitesse est constante, c'est-à-dire que j'ai un mouvement où la vitesse sur le compteur du vélo, par exemple, ne change pas, c'est toujours la même vitesse pendant mon mouvement, on va dire que le mouvement, cette fois-ci, il est uniforme. Uniforme 1, ça veut dire que j'ai toujours la même vitesse pendant mon mouvement. Pas d'accélération, pas de décélération. Ensuite, lorsque la trajectoire est représentée par une succession de points, donc par exemple le schéma qui est ici, la distance entre les points nous informe sur la variation de vitesse.
Imaginons que tiens, je vais prendre un petit exemple ici, on va changer de couleur. Si je tape mon tableau une fois par seconde et je fais avancer quelque chose. L'écart entre mes points est toujours le même. Ça veut dire que moi, mon bras, au fur et à mesure de l'avancée de mon mouvement, était avec une vitesse constante. Mais si j'ai quelque chose comme ça, vous voyez bien qu'au fur et à mesure, la distance entre les points a augmenté. J'ai toujours tapé à la même vitesse, hein, toujours 1 point par seconde, ça ne change pas. Mais la distance parcourue est de plus en plus grande. Ça veut bien dire que j'ai accéléré. Donc on vous dit, plus la distance entre deux points successifs est grande, plus la vitesse est élevée. Ici, j'avançais doucement. Ici, j'avançais très vite. Donc on vous dit, plus la vitesse est... Où est-ce que je vais le marquer? Élevée. Et si les points, donc c'est le cas ici, sont équidistants, la même distance, c'est régulier, on a une vitesse qui est du coup, cette fois-ci, constante. Alors prenez bien le temps de marquer le vocabulaire au bon endroit sur le cours. Donc dans cette dernière partie, on va finir avec les vecteurs déplacement et vecteurs vitesse. C'est des outils mathématiques qui vont nous servir à représenter les mouvements, les trajectoires, les vitesses sur des schémas. Donc premièrement, le vecteur déplacement. Donc le vecteur déplacement, c'est le vecteur M1, M2 que l'on trace entre deux points M1 et M2 de la trajectoire. Donc un vecteur, vous savez qu'on le représente par une flèche avec un point de départ particulier, parfois un point d'arrivée, une longueur, etc. Donc on va voir ça. Je vous ai représenté le même schéma que dans le cours, plus ou moins. Donc du coup, le vecteur déplacement entre le point M1 et le point M2, donc le déplacement qui a été effectué, on peut le représenter comme ça. Je vais le faire en bleu comme sur votre feuille. Donc je pars du point M1 vers le point M2. Donc ici, j'ai le vecteur déplacement M1, M2. Et vous vous rappelez que des vecteurs s'écrivent avec une flèche au-dessus. Il ne faut surtout pas oublier cette flèche. Vous verrez que dans les exercices, dans les calculs, ça n'a rien à voir si on oublie cette flèche. Donc le déplacement, c'est encore le vecteur qui est le plus simple. Ensuite, on vous parle, là ça va être un petit peu plus compliqué, le vecteur vitesse moyenne. Le vecteur vitesse moyenne, on a dit tout à l'heure que la vitesse, c'était la distance divisée par la durée. Et bien si je parle du vecteur vitesse, je vais tout simplement utiliser le vecteur déplacement divisé par la durée. On vous dit donc le vecteur vitesse moyenne entre deux points M1 et M2, c'est le rapport du vecteur déplacement sur la durée delta t entre ces deux points-là. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec le vecteur vitesse moyenne. Vous voyez que cette fois-ci, je mets une flèche sur ma notation. Je vais avoir le rapport. En bas, ce sera toujours la durée du déplacement. Et en haut, au lieu d'avoir juste petit d qui était une distance chiffrée en mètres, par exemple, je vais avoir un autre vecteur. Et ce vecteur, c'est le vecteur déplacement que j'ai écrit ici. Voilà tout simplement la vitesse moyenne. Vous voyez que j'ai un vecteur à gauche, un vecteur à droite. C'est logique. Je ne peux pas avoir un vecteur à gauche et que des chiffres à droite, ou l'inverse. Il y a forcément un vecteur de chaque côté. On vous parle ensuite de du vecteur vitesse en un seul point. Donc, moi, je vous ai représenté ici le vecteur de déplacement entre deux points très éloignés au cours du mouvement. Maintenant, si je veux parler du vecteur vitesse instantané, je vous ai dit que la vitesse instantanée, c'était à un instant donné, très court, à un temps qu'on avait choisi. Mais là, je vais faire la même chose. Je vais prendre par exemple ce point-là et je voudrais connaître son vecteur vitesse instantanée. Tout simplement, je vois qu'ici, lorsqu'il est ici, mon système se dirige vers le point suivant. Donc ici, j'ai la vitesse, j'ai le déplacement entre un point et le point suivant.
Là, j'en avais sauté plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5. Non, là, vraiment, il faut prendre 2 points successifs l'un de l'autre. Et ici, je vais avoir le vecteur vitesse i, c'est-à-dire instantané. Et on vous donne comme formule, tout simplement, que la vitesse instantanée, vecteur vi, c'est toujours un déplacement, mais un déplacement très petit. Donc, entre un point, on va l'appeler mi, et le point d'après, le point d'après sera forcément mi plus 1. Par exemple, si j'ai le point 4, je ferai 4 plus 1, le point 5. Si j'ai 8, le point 8 et le point 9. Le point 9 et le point 10, le point 153 et le point 154. Je prends forcément 2 points côte à côte. Donc ce petit déplacement, divisé par la durée nécessaire pour passer d'un point à l'autre, donc ce sera une durée très petite, et ça me permettra de trouver le vecteur vitesse instantanée. Petit rappel de maths sur le vecteur. Le vecteur, vous savez que c'est un outil mathématique qui a 4 propriétés, 4 informations qu'il faut donner, 4 caractéristiques obligatoires quand on parle d'un vecteur. Donc on vous parle des caractéristiques du vecteur vitesse vi, donc il faut donner son origine. L'origine, tout simplement, vous allez penser à où est-ce que j'ai commencé ma flèche, où est-ce que j'étais quand j'ai commencé mon trait. Tout simplement, j'étais sur le point ici, qu'on a appelé le point mi. Donc, l'origine de mon vecteur, c'est le point mi, qui est le premier, ici, écrit sur ma formule. La direction, attention, la direction en français, ça veut dire par là. Prends à droite, prends à gauche, tout droit. C'est pas du tout ça. En maths, la direction, c'est la droite. Direction, ça vient de droite. C'est pas du tout le sens. Vous allez le voir juste après, du coup, justement. Donc la direction, vous pensez à ce piège du langage quotidien. La direction ici, c'est la droite. Comment j'ai placé ma règle au départ quand j'ai voulu faire mon trait? Quand je l'ai posé là, ma règle, je ne savais pas du tout si j'allais descendre ou remonter, partir à droite, partir à gauche. Mais je savais dans quel sens, dans quelle direction, pardon, mettre ma règle. Et la direction, elle est tangente au mouvement. Alors ça, il faut le retenir, c'est la tangente à la trajectoire. Direction tangente à la trajectoire. Le sens, justement, maintenant que je savais dans quelle direction poser ma règle, est-ce que je pars dans ce sens-là ou dans ce sens-là? La vitesse, elle est forcément dans le même sens que le mouvement. La vitesse, ça va avec le mouvement, ça suit le mouvement. Donc le sens de mon vecteur, c'est celui du mouvement. Je vois mal calculer ou représenter une vitesse à l'envers de mon mouvement, ça ne voudrait rien dire. Et la dernière chose, c'est la norme. La norme d'un vecteur en maths, c'est sa valeur, tout simplement, chiffrée, avec des unités appropriées. On va revenir à la formule qu'on a vue dans le point précédent, qui était la vitesse instantanée égale la distance divisée par la durée. Donc ici, la norme du vecteur VI, sa norme, vous voyez, elle n'a plus la flèche, puisque ce n'est plus le vecteur dont je parle, mais bien sa valeur, et dans les valeurs, il n'y a pas de flèche. Ici, je vais avoir tout simplement la formule que je connais, d sur delta t. La distance en mètres et la durée en secondes. Voilà pour ce chapitre, c'était assez dense, beaucoup de choses nouvelles. Je vous laisse compléter le cours, récupérer le cours version professeur si besoin est, si vous n'avez pas tout suivi. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez encore des questions là-dessus. D'ici là, bon courage, bon travail et portez-vous bien.